Bienvenue dans cette demi-heure d'information qui s'ouvre avec ce rendez-vous qui met en avant le rôle des institutions dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Au nom du chef de l'État, le vice-président de la République a procédé ce jeudi à l'ouverture des journées portes ouvertes des institutions de la République. Leurs missions et fonctionnements seront connus du grand public. C'est une plateforme qui ambitionne trouver des solutions aux problématiques de financement auxquelles sont confrontées les entreprises, particulièrement les PME. Le forum La Finance s'engage, ouvert ce jeudi par le Premier ministre Robert Berémambé. Les réflexions seront portées par plusieurs acteurs du monde de l'entreprise, de l'économie et de la finance. Et puis les familles victimes des récentes inondations dans la région de la Nawa ont reçu la visite de la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Près de 500 familles ont reçu de la part du gouvernement des vivres, des non-vivres et aussi du numéraire. Bonsoir à tous. Le vice-président de la République a procédé ce jeudi à l'ouverture des journées portes ouvertes des institutions de la République. Cette troisième édition met en avant la contribution des institutions de la République dans le développement socio-économique du pays. Leurs missions et fonctionnements seront connus du grand public. Mama Traoré. Qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Conseil constitutionnel, de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la Cour de cassation ou encore la Grande Chancellerie et bien d'autres, la dizaine d'institutions que compte la Côte d'Ivoire reste encore méconnue du grand public. Cette soif de connaissance a conduit des centaines de jeunes ce jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan à l'occasion des journées portes ouvertes des institutions de la République, un événement organisé par le haut représentant du président de la République en vue de promouvoir ces instruments de gouvernance qui contribuent à la marche du pays. L'édition 2024, en mettant en relief le développement socio-économique, permet de camper le rôle de nos institutions dans la valorisation des facteurs favorables à ce développement économique. Nous avons des institutions dont l'impact sur la paix sociale est incontestable, des institutions dont les contributions au renforcement de l'état de droit, de la bonne gouvernance ou de la démocratie sont aussi irréfutables. Il en est de même de la promotion de l'excellence ou de la mise en relief des questions économiques, sociales, économiques, environnementales, culturelles, avec en bonne place le rôle des rois et chefs traditionnels désormais au cœur de l'appareil d'État. Jamais l'architecture institutionnelle de notre pays n'a été aussi complète et inclusive de l'ensemble des leviers pour la construction d'un État moderne. Au nom du chef de l'État, le vice-président Tiemoko Meïlé Koné soutient que des institutions fortes sont essentielles pour garantir l'état de droit. Malgré les champs d'action variés, il appelle les institutions de la République à faire preuve de complémentarité pour être à la hauteur des défis du développement socio-économique du pays. Pour que ces acteurs et animateurs de nos institutions soient pleinement efficaces, je les invite à favoriser un dialogue ouvert et constructif avec les bénéficiaires du service public pour le maintien de cette confiance mutuelle indispensable au progrès collectif. Alors que nous célébrons cette nouvelle édition des journées portes ouvertes des institutions de la République, il est de notre responsabilité commune de garantir que le dialogue engagé soit durable et porteur de résultats concrets. Nous devons continuer de bâtir une Côte d'Ivoire forte, prospère et unie, en encourageant la compréhension réciproque et l'engagement collectif. C'est à travers cette approche inclusive et participative que nous pourrons relever les défis de demain et garantir un développement socio-économique harmonieux pour tous. Les attributions, l'organisation et le fonctionnement des institutions sont établis soit par la Constitution, soit par un texte de loi ou un règlement. Et justement, parmi les curieux qui ont effectué le déplacement se trouvent les jeunes. Ils sont venus d'horizons divers pour en savoir davantage sur ces différentes structures. Éric Goré a rencontré quelques-uns. Regardons.
Une marée humaine composée pour la plupart des jeunes. La jeunesse de Côte d'Ivoire au cœur de la 3e édition des journées portes ouvertes des institutions de la République. Connaître le fonctionnement de ces institutions de la République dans le développement de la Côte d'Ivoire, les jeunes s'abreuvent. Voir un peu, comprendre les objectifs, les rôles de ces institutions me permet de savoir si demain je suis dans le besoin, quelle institution saisir et dans quelle mesure ces institutions peuvent m'aider. Une initiative de l'institution Le Haut Représentant du Président de la République, avec le thème « Les institutions de la République au cœur du développement socio-économique de la Côte d'Ivoire ». Le médiateur de la République, représenté à cette cérémonie, évoque sa mission qui la rapproche davantage des populations ivoiriennes. On a défini l'une de nos missions principales qui consiste à protéger et défendre les citoyens contre les abus, les erreurs et la lenteur de l'administration. Les représentants de ces institutions voient leur stand envahi des visiteurs et ne manquent pas d'occasion pour éclairer leur lanterne à l'image du CESEC, le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel est une assemblée consultative. Donc à ce titre-là, donnons des avis sur les projets de loi, sur les ordonnances et sur la politique économique, sociale, environnementale et culturelle de notre pays. Les jeunes, dans leur diversité, adhèrent pleinement à l'idée et profitent de tous les instants et détails de cet événement. Nous avons des institutions fortes au niveau de la Côte d'Ivoire. Et très souvent, ce sont des institutions qui sont méconnues du grand public. Et pour ma part, j'ai découvert vraiment un travail formidable et une équipe que le président de la République a mis en place pour véritablement défendre les intérêts des populations ivoiriennes. La 3e édition des journées portes ouvertes des institutions de la République a été un succès selon les participants. Un autre rendez-vous qui permet à d'autres acteurs de s'informer. Il s'agit du forum La finance s'engage, ouvert ce jeudi par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. L'idée du patronat ivoirien vise à trouver des financements pour les entreprises, particulièrement les PME. Abdoulaye Koné. Le forum La Finance s'engage crée depuis 7 ans des cadres d'échange pour mieux informer les petites et moyennes entreprises sur l'accès au crédit financier. Plus de 1295 milliards de francs CFA mobilisés pour le financement des PME depuis le lancement de la FSE. 8000 acteurs des PME touchés à travers les ateliers thématiques à Abidjan et dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Ces rapports soulignent que 75% des banques et microfinances soutiennent qu'elles ont une meilleure expérience de la mobilisation des ressources en faveur des PME. Dans sa phase actuelle de transformation structurelle de l'économie recommandée par les cadres de référence stratégiques que sont les PND et la stratégie Côte d'Ivoire 2030, la Côte d'Ivoire a plus que jamais besoin d'un secteur privé plus robuste et plus compétitif, ce qui confère aux PME et à l'ensemble des entreprises un véritable intérêt stratégique. Des membres du gouvernement se sont succédés sur l'estrade pour aborder la question du financement. Présidant la cérémonie, le Premier ministre a salué une initiative qui vient soutenir les efforts du gouvernement. La question de la transformation de la chaîne des valeurs est au cœur de toute notre politique d'industrialisation. Notre secteur privé, notamment les PME, doivent être outillés à porter l'ambition du gouvernement à travers le renforcement du partenariat État-secteur privé. Le gouvernement regardera avec beaucoup d'intérêt les fruits de vos réflexions ainsi que vos recommandations sur ces sujets en vue de renforcer les mécanismes en cours. Je voudrais ici vous assurer de l'engagement entier du gouvernement sous la houlette du président de la République à renforcer notre collaboration avec le secteur privé en vue de construire une Côte d'Ivoire prospère et solidaire. Le forum sera clos ce jeudi par la cérémonie des awards du financement. Les meilleurs acteurs de la chaîne et les meilleures institutions publiques œuvrant dans un cadre dynamique d'appui aux PME seront récompensés.
Autre volet de l'actualité, Marthe Begré-Mambé, épouse du Premier ministre Robert Begré-Mambé, a été honorée à titre posthume lors de la dédicace de son ouvrage Joseph, l'esclave du Dieu vivant, dans lequel plusieurs thèmes sont évoqués, notamment le pardon et la réconciliation. C'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a procédé à la dédicace de l'ouvrage en fin de cérémonie organisée par le Centre de recherche et d'action pour la paix, CIRAP, éditeur du livre. Barry-Chantal Akandan. Marthe Begré-Mambé laisse derrière elle un héritage spirituel profond avec son œuvre posthume Joseph, esclave du Dieu vivant, un livre dans lequel elle transmet une leçon universelle, celle de la foi et de la résilience face aux épreuves. Cet ouvrage invite à méditer sur la puissance de l'amour et sur la nécessité de la réconciliation. Avant de prêcher à l'église, je prêche d'abord à la maison du temps où elle était avec nous. Et c'est à elle que je fais en général le sermon. Un jour, j'ai eu à prêcher sur l'histoire de Joseph. Et elle m'a posé beaucoup de questions. Et elle m'a dit, si j'ai le temps, je vais sortir un livre sur l'histoire de Joseph parce qu'elle en a été bouleversée. Et Dieu merci, elle a pu le faire avant que le Seigneur la rappelle. Avec une vive émotion, Robert Begré-Mambé, son époux, a exprimé sa gratitude en ce moment d'hommage. Je vous remercie du fond du cœur. Merci de nous avoir honorés. Je voudrais vous dire que nous en sommes très touchés. Le professeur Josué Guébo, poète et critique littéraire, a salué la profondeur du message de l'auteur. Le présent ouvrage regorge d'une infinité d'intérêts. L'évangélisation contextualisée, l'originalité de l'œuvre, le plaidoyer pour la cohésion sociale et l'apologie du pardon. L'enjeu de l'ouvrage était de révéler les ressorts de l'ascension sociale selon le canon biblique. Laissons-nous saisis par l'épître de Marthe Begré à la postérité et par la sentence capitale qu'elle énonce. Le pardon est la voie suprême de l'élévation. L'auteur a su toucher le cœur de chacun par sa plume et sa foi. C'est une œuvre assez profonde qu'il faut lire et relire parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qu'il faut retenir, surtout le pardon, la réconciliation et le vivre ensemble. C'est une dame de cœur qui a toujours su aimer tout ce qui était de Dieu. Vraiment, ce livre va nous apporter beaucoup. Au-delà donc du thème développé dans ce livre, qui est un thème hautement spirituel, il faut surtout saluer la reconnaissance d'un homme. Il vient de nous prouver qu'il est véritablement un homme de cœur à travers cet hommage posthume qu'il rend à son épouse à travers la publication de ce livre dont lui-même signe la préface. Ainsi, Joseph, esclave du Dieu vivant, transcende le simple récit biblique pour devenir un hymne à la résilience, à l'amour et à la paix intérieure. Marthe Begré-Mambé n'est plus, mais son message de foi et d'espoir continue d'inspirer. Celle qui nous rassemble ici n'est pas partie. Elle est passée dans la pièce d'à côté. Donnez-lui le nom que vous lui avez toujours donné. Que son nom soit prononcé partout. Et ce 31 octobre 2024 marque le 3e anniversaire du décès de Marthe Irma Begré-Mambé. Les bénéfices de la vente de cette œuvre littéraire seront reversés au CIRAP en soutien à la formation des étudiants. Prenons la direction de Yamoussoukro. Le ministre des Transports face au sénateur, Amadou Koné, a présenté le projet de loi portant modification de la loi sur l'orientation du transport intérieur. Il s'agit de renforcer les missions de l'autorité de régulation du transport intérieur. Kader Sogodogo. Le projet de loi de ratification portant modification de la loi d'orientation du transport intérieur est sur la table du Sénat, devant la Commission des affaires économiques et financières. En émissaire du président de la République, le ministre des Transports, Amadou Koné, a exposé des motifs pour expliquer et faire comprendre aux sénateurs la nécessité pour la Côte d'Ivoire de posséder cette loi qui garantit un secteur des transports moderne, qui attire des investisseurs. Il s'agit principalement de prendre en compte les nouvelles innovations dans le secteur des transports. On parle beaucoup de transport vert, de transport propre, mais également tout ce qui est un nouveau type de transport qui apparaissent avec l'utilisation accrue du numérique dans le secteur des transports. Donc il était
important que nous puissions faire en sorte que nous ayons tous les moyens nécessaires pour non seulement protéger les usagers, améliorer la qualité du transport, renforcer donc le contrôle sur ce qui est fait par les acteurs privés et contribuer ainsi également à faire en sorte que les investisseurs privés dans le secteur de transport, avec un cadre réglementaire robuste, puissent être rassurés quant à l'environnement pour investir davantage dans le secteur des transports. La Commission des affaires économiques et financières du Sénat, présidée par le sénateur Cissé Mamadou, a, à juste titre, voté à l'unanimité le projet de loi. Il retourne sur la table du gouvernement pour sa promulgation. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale apporte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le vendredi 1er novembre 2024, jour de la fête de Toussaint, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977, et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de la fête de Toussaint est déclaré jour férié, chômé et payé. Ça bouge du côté de la commune d'Abobo. La maire est allée constater l'état d'avancement des travaux du CHU d'Abobo, du lycée d'excellence et celui du Grand Marché. Kandia Camara a encouragé les travailleurs avant d'instruire les chefs de projet à respecter les délais de livraison des chantiers. On voit cela avec Didier Nguessan. La commune d'Abobo est en chantier. Son premier magistrat veille à la bonne exécution des travaux. Kandia Camara visite tout d'abord le chantier du lycée d'excellence Sizokatié Coco Service. Selon le chef du projet, Alain Cablan, les fondations sont quasiment achevées. Bâti sur 4 hectares, le chantier comprend un bloc administratif, des bâtiments de 46 salles de classe, un préau, un bloc sanitaire, des vestiaires, une salle polyvalente, une piscine et des aires de jeu. La finition est prévue pour 2025. Deuxième étape, le CHU d'Abobo, appelé à devenir à terme le plus grand d'Afrique de l'Ouest avec toutes les commodités. Le chantier s'étend sur 18 hectares et la livraison est prévue pour le 7 septembre 2025. Enfin, le cap est mis sur le chantier du Grand Marché d'Abobo avec une superficie de 4 hectares dont le délai de livraison est de 48 mois selon le chef du projet. Nous aurons bientôt la piscine olympique. Les travaux aussi ont démarré. Nous avons un projet vraiment l'immobilier. La construction de logements sociaux pour les populations d'Abobo qui en ont besoin. Mais aussi Abobo va servir de dortoir pour les travailleurs des autres communes. Beaucoup d'ambition pour nos populations qui le méritent. Kandia Camara tient au respect des délais de livraison de ces 3 chantiers. Allez, on s'envole pour Paris à la 29e édition du Salon du Chocolat et cette autre étape après la journée consacrée aux ateliers. 25 enfants inscrits par leurs parents pour assister aux cours portant sur l'itinéraire du cacao, c'est-à-dire de la pépinière à la tablette. Les détails de nos envoyés spéciaux, Delphine Blanc et Traoré Zakaria. Sacha et Noah rentrent en classe, mais avant, un coup d'œil sur le stand de la Côte d'Ivoire. C'est le meilleur pour nos producteurs, ça va être le meilleur cacao de Côte d'Ivoire. J'ai cette passion de nos producteurs aux enfants et donc on leur montre tout le processus, c'est-à-dire de la pépinière jusqu'à la tablette de chocolat. Et après, les enfants font l'atelier pratique avec l'artisan chocolatier venu de la Côte d'Ivoire qui est Axel Emmanuel. Ces classes cacao, devenues désormais une tradition au salon et aux foires, restent très appréciées des visiteurs passionnés du chocolat. On a fait une activité super sympa, on a appris beaucoup de choses, notamment sur le cacao, son développement. J'aime bien cet atelier.
Le chocolat. Pour le Conseil Café Cacao, l'objectif est clair. Il s'agit d'entretenir ces enfants, ces pépinières de consommateurs pour la durabilité du cacao made in Côte d'Ivoire. Juste à côté, dans le salon VIP, les B2B se multiplient avec l'ambassadeur Ali Touré, porte-parole des pays producteurs de cacao, les professionnels de la pâtisserie et la délégation du COSIM de passage à Paris. Le salon du chocolat de Paris 15e se poursuit donc avec des stands bien animés. L'actualité, c'est aussi Octobre Rose. Voyons cette séance de dépistage du cancer du sein à l'attention du personnel du ministère de la Culture et de la Francophonie. L'initiative du ministère en partenariat avec l'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance. Généreuse Quadio, Jean-Marc Adjadji. Sensibiliser le personnel contre les affres du cancer de sein. C'est le défi que veut relever le ministère de la Culture et de la Francophonie. Avec l'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance, une séance de dépistage est donc organisée. Sur place, des médecins proposent un suivi personnalisé et des conseils pratiques. Nous parcourons la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les femmes, pour leur dire que c'est le dépistage qui sauve des vies. Parce que si on ne se dépiste pas, on ne peut pas savoir ce qu'on a. Et aujourd'hui, le cancer n'est plus une fatalité. Vite découvert, il s'est guéri. Je suis rassurée parce que la dame qui a palpé, le médecin a dit qu'il n'y avait rien. Elle m'a demandé le nombre d'enfants que j'avais, elle m'a demandé mon âge et tout ça. Mais elle a palpé, elle dit qu'il n'y avait rien. Je ne veux pas rassurer. Octobre Rose concerne le dépistage du sein pour savoir s'il n'y a pas un cancer qui se trouve à l'intérieur du sein. Je suis venue me faire dépister pour une prévention. Françoise Remarque, la ministre de la Culture et de la Francophonie, très impliquée dans cette campagne de santé préventive, souligne l'importance de cette initiative. Cette journée nous permettra, je le souhaite le moins possible, de voir si certains de nos agents aujourd'hui sont éventuellement porteurs. Et le plus important, c'est de voir ce que l'on mettra en place pour, bien sûr, les accompagner. En Côte d'Ivoire, 5 femmes meurent par jour du cancer du sein, selon le CHU du Trècheville. À travers cette séance de dépistage, le ministère de la Culture et de la Francophonie place la santé de ses agents au cœur de ses priorités. Et c'est également la vision des armées de Côte d'Ivoire avec la 9e édition des Journées ivoiriennes de la médecine militaire. Ce sont des journées scientifiques qui visent à présenter les actions menées par le personnel du service de santé des armées de façon scientifique dans la lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Walter Amadou Ouattara, Adama Kiri. Créer un cadre d'échange entre les différents intervenants et décideurs des actions du service de santé des armées dans la lutte contre le terrorisme, c'est l'un des centres d'intérêt de cette 9e édition des Journées scientifiques de santé des armées de Côte d'Ivoire. À travers le thème « Le service de santé des armées face aux défis du terrorisme », les organisateurs souhaitent apporter leur contribution à l'effort de défense nationale. En effet, le terrorisme est une menace grandissante dans notre pays et la sous-région ouest africaine. Ce congrès est un cadre d'échange constructif entre experts médicaux, militaires, universitaires, en vue de repenser les synergies entre santé, sécurité et cohésion sociale. Le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, partage sa vision sur le rôle que doivent jouer les acteurs de la santé militaire dans le contexte sécuritaire actuel. La médecine militaire devrait renouer avec ses origines pour devenir en priorité celle qui accompagne les troupes au combat. Là où chaque instant compte. Elle doit être une médecine de proximité, celle capable de poser des actes d'importance en milieu et en conditions dégradées afin de préserver de façon certaine les fonctions vitales du combattant avant toute évacuation. La Société ivoirienne de médecine militaire, SIMM, a également souligné la volonté politique du gouvernement en traduisant toute sa gratitude relative au projet de construction de 4 hôpitaux militaires qui connaît une évolution remarquable. Je le disais en titre, les familles victimes des récentes inondations dans la région de la Nawa ont reçu la visite de la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Près de 500 familles, 482 pour être précis, ont reçu de la part du gouvernement des vivres, des non-vivres et aussi du numéraire. Michel Mambo.
Des habitations détruites, des plantations dévastées, l'ouverture de l'évacuateur des crues du barrage de Soubré et les fortes pluies récentes ont occasionné de nombreux dégâts dans la région de la Nawa. 482 ménages de Soubré, Grands Atri, Buyo et Dapeyoa touchés. La ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Ms. Belmondo Dogo, est à Soubré pour apporter aux victimes le soutien du gouvernement. L'urgence pour nous, c'est avec les élus locaux et le corps préfectoral, trouver une solution afin de déplacer ces populations-là qui vivent aux alentours du fleuve ou du barrage. Nous avons des ménages qui avaient des élevages, nous avons d'autres qui avaient des plantations, nous avons d'autres qui avaient des commerces. Donc nous, par la suite, nous allons nous adresser aux différents ministères concernés pour que les ministères puissent, dans une synergie d'action, agir pour que ces ménages-là puissent reprendre leur activité. 500 sacs de riz, de l'huile, de la tomate concentrée, des pâtes alimentaires, du savon et du numéraire à hauteur de 2 500 000 francs CFA. Madame la ministre, votre arrivée en ce jour nous remplit d'espoir dans le but qu'une solution efficace soit trouvée par rapport à notre détresse. Nous vous remercions. Le lieu toutefois de sensibiliser les populations aux effets du changement climatique. Avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est un phénomène qui ira croissant. Il faut qu'on arrive à changer nos comportements, nos attitudes, nos habitudes. Les victimes de ces inondations n'ont pas omis d'exprimer leur gratitude au président du conseil régional, Netro Tagbo René, et aux élus et cadres de la région pour leur mobilisation aux premières heures du sinistre. C'est finalement un phénomène mondial. En Espagne, un deuil national de 3 jours est en vigueur jusqu'au samedi 2 novembre prochain dans le pays, frappé dans la nuit de mardi à mercredi par les pires inondations depuis les années 1980. Le dernier bilan fait état d'au moins 158 morts dans la région de Valence, principalement la plus touchée où s'est rendu Pedro Sanchez, le chef du gouvernement ce jeudi. Il y a encore jeudi soir des dizaines et des dizaines de personnes portées disparues dans le sud-est du pays, a déclaré le ministre de la Politique territoriale, Ángel Víctor Torres, lors d'une conférence de presse. C'est la première fois que les autorités espagnoles donnent une estimation du nombre de personnes portées disparues. Retour en Côte d'Ivoire avec la révision de la liste électorale. L'opération connaît peu d'engouement dans la région du Lodjibois. Le président du conseil régional a parcouru plusieurs centres d'enrôlement pour comprendre les raisons. C'est ce que nous apprend Mama Traoré. Une descente sur le terrain pour tenter de comprendre ce qui justifie le manque d'engouement des populations autour de l'opération de révision de la liste électorale. Amédée Kofi Kwaku s'est ainsi rendu dans le centre d'enrôlement de Garo 2 dans la sous-préfecture de Hermankono. Les échanges avec les agents enrôleurs évoquent comme probable obstacle au recensement la délivrance des actes administratifs requis. Alors, le président du conseil régional sillonne mairie, sous-préfecture et tribunaux des villes de Lakota et de Divo pour s'enquérir des dispositions prises. Certains de nos compatriotes qui n'ont pas du tout de papier. Donc il y a une procédure spéciale qui est en cours, aussi bien dans les mairies que dans les sous-préfectures. Donc nous avons voulu nous assurer que ce processus-là fonctionne très bien. Aussi bien à Lakota qu'à Divo, nous avons rencontré nos responsables politiques RHDP pour pouvoir les mettre en mission parce qu'après la première semaine, on constate que les primo-votants, le nombre n'est pas très élevé, mais chacun d'entre eux s'est engagé donc à travailler pour qu'assez rapidement, pour les 2 semaines qui restent, lorsqu'on aura tous les papiers qui viendront aussi bien des mairies, des sous-préfectures que des différentes juridictions, le nombre puisse monter. La région du Lodjibois compte 501 centres d'enrôlement. Dans le reste de l'actualité, en bref, en image de graves crises alimentaires menacent des centaines de milliers de personnes dans des régions vulnérables, notamment dans les territoires palestiniens, au Soudan du Sud, en Haïti et au Mali, où les populations sont confrontées à la famine ou en sont proches, selon un rapport des agences alimentaires des Nations Unies publié ce jeudi. Le Tchad, le Liban, le Myanmar, le Mozambique, le Nigeria, la République arabe syrienne et le Yémen sont classés comme points chauds de très haute préoccupation. Voilà, c'est tout pour ce 23h. Excellente nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.